en hommage aux soldats et aux marins connus et inconnus qui ont combattu lors de la Grande Guerre et aux caméramans connus et inconnus dont le travail a permis la réalisation de ce film. En 1914, le monde entre en guerre. Toute une génération s'y était préparée. À l'aube du XXe siècle, les caméras font leur apparition à Berlin. L'un des premiers films représente le prince von Bismarck, exhortant les Allemands à adopter une politique de fer et de sang. Pendant ce temps-là, au château de Windsor, un jeune homme à fière allure, le futur prince de Galles, recrute son armée. Ses deux fidèles acolytes ne sont autres que son frère Albert et sa sœur Mary. À Moscou, le tsar de Russie, bien qu'étant à la tête d'une puissante armée, ne se préoccupe guère de ses soldats. Ses pensées sont tournées vers son fils invalide et il prie Dieu de le guérir. De son côté, l'Allemagne construit une puissante machine de guerre, mais on prétend que le Kaiser allemand a bon cœur. Il visite un orphelinat. C'est probablement le lot de tous les empereurs d'être critiqués et de vouloir soigner les apparences. Le voici qui pose au milieu de ses pauvres petits-enfants. Dans l'Amérique impérialiste, le président prône un discours modéré tout en préconisant la politique du bâton. Voici un tableau d'ensemble des différents pays à la veille de la guerre. En 1911, George V accède au trône britannique. Il est considéré comme un vrai gentleman dans ce monde qui périra bientôt sous les flammes et le grondement des canons. La reine Mary se rend au palais de Buckingham. À Vienne, le vieil homme le plus triste d'Europe, l'empereur François-Joseph d'Autriche, marche d'un pas chancelant. La malédiction plane sur la famille des Habsbourg, victime à plusieurs reprises de morts tragiques. L'héritier du trône austro-hongrois est l'archiduc François-Ferdinand, ici présent au mariage de l'archiduc Charles et de la princesse Zita. La femme de François-Ferdinand, la duchesse de Hohenberg, se tient aux côtés de l'empereur. Mais revenons au mariage. En 1912, la guerre des Balkans présage une guerre de plus grande ampleur. L'Allemagne met au point une grande puissance navale et militaire. Wilson devient président. Les pays des Balkans ont connu une histoire tumultueuse, marquée par une longue succession de guerres. Voici le roi Ferdinand de Bulgarie, surnommé le renard des Balkans. Depuis plusieurs siècles, son pays se trouve sous domination ottomane. Lors de la guerre turco-balkanique, ses généraux capturent des prisonniers turcs. Le roi Nicolas du Monténégro. De pareils rois ont régné dans l'histoire, mais ils ont été oubliés. L'Italie forme une alliance avec l'Allemagne et l'Autriche. Elle construit des cuirassés, laissant au roi et à la reine le soin de les inaugurer. Le jeune Alfonso d'Espagne, quant à lui, ne peut prévoir l'avenir. Les Allemands et leur slogan « Gott mit uns », Dieu avec nous, leur mouvement « Sturm und Drang » et leur politique expansionniste du Drang nach Osten.
Le prince héritier a revêtu son uniforme préféré. Au beau milieu de cette période instable d'avant-guerre, les États-Unis élisent Woodrow Wilson président et se permettent de légères réformes. Lors du discours inaugural de Wilson, tous les grands noms de l'histoire américaine se trouvent présents. William Howard Taft, le vicomte Bryce, l'ambassadeur britannique, le comte von Bernstorff, l'ambassadeur allemand, Uncle Joe Cannon, Charles Evans Hughes et William Jennings Bryan. Wilson déclare alors « Ce n'est pas un jour de victoire, c'est un jour de consécration. Ici se trouvent rassemblées non pas les forces d'un parti, mais les forces de l'humanité. » Le Kaiser allemand, rêvant d'accéder à la gloire par les armes, dédie un monument de Leipzig à la mémoire de ses anciens compatriotes, un siècle après leur victoire sur Napoléon lors de la bataille des Nations. Pour cette cérémonie solennelle, le Kaiser est suivi de 3 rois allemands, le roi de Saxe, le roi de Wurtemberg et le roi de Bavière. Les Allemands ont achevé la construction du canal de Kiel. Ils peuvent ainsi y abriter leur flotte de haute mer en attendant que leur commandant donne l'assaut. Les navires allemands manœuvrent dans les eaux froides de la mer du Nord. Les hommes sont prêts au combat. Leurs officiers boivent à leur réussite. Les fils du Kaiser, le prince héritier Eitel Friedrich et Joachim, servent également dans l'armée. Le commandant des forces allemandes est infatigable. Il passe en revue ses troupes. Son cousin, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, détient une partie de cette puissance militaire teutonique. Les 2 Césars, François Ferdinand et le Kaiser, chassent ensemble et parlent du temps où leurs ancêtres remportaient de nombreuses victoires en unissant leurs forces. Ce sera leur dernière rencontre. Assassinat de François Ferdinand. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Russie se mobilise contre l'Autriche. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France. L'Angleterre déclare la guerre aux pouvoirs centraux. L'héritier du trône d'Autriche et sa femme assassinés par un jeune bosniaque. Ce cercueil noir transporte les corps de François Ferdinand et de sa femme à Vienne.
L'Autriche et la Serbie prêtent pour la guerre. La Russie met en garde l'Allemagne. Le tsar soutient la Serbie. Le tsar s'attend à une déclaration de guerre. Le Kaiser décrète l'état de guerre. Le tsar s'attend à une déclaration de guerre. Le Kaiser décrète l'état de guerre. À Berlin, les Allemands pensent que l'heure de gloire est proche. Les forces armées du tsar se rassemblent sur les frontières de l'Est. Le tsar de Russie mobilise ses troupes et avec son oncle, le grand-duc Nicolas, l'homme à la moustache blanche, passe en revue son armée. 10 millions d'hommes devraient suffire à écraser les Allemands. Le Kaiser et le roi de Wurtemberg sont prêts à balayer l'ennemi sur les champs de bataille avec le soutien des autres rois allemands. Tous ces hommes partiront pour Moscou, Paris, Londres. Le prince héritier commandera son armée. Von Mackensen se battra contre les Roumains. Ces soldats défilent devant leur empereur et son fils. Les Français, encore marqués et échaudés par leur défaite de 1871, savent qu'en dépit de l'atrocité de la guerre, il est de leur devoir de partir au combat. Le président français, Raymond Poincaré, et le général Joffre regardent les troupes en marche. Le Kaiser, quant à lui, se tient sur le bord d'une route et témoigne des signes de sympathie à ses hommes. En France, comme en Allemagne, tout le monde pense que la guerre sera facilement gagnée et par conséquent de courte durée. Ainsi, des deux côtés du Rhin, les hommes partent pour le front, la fleur au fusil. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Nous nous battons pour une cause mondiale et nous ne lâcherons pas les armes tant que notre objectif ne sera pas accompli. Encore plus d'hommes pour écraser l'ennemi. À son tour, l'Angleterre entre en guerre. Le roi, son oncle et son fils envoient la petite armée britannique vers Calais. Le Kaiser qualifie cette force expéditionnaire de petite armée méprisable. En Turquie, le sultan songe à s'unir à certains États chrétiens pour se battre contre d'autres pays chrétiens. Cette stratégie secrète devient un devoir mahométan. Le 25 août 1914, la ville belge de Louvain est brûlée avec tous ses livres d'or. Quand la ville retrouvera-t-elle ses jolies rues pavées ?